L'achat d'obligations restera un pilier essentiel pour fournir à des pays tels que l'Italie ou l'Espagne le temps nécessaire pour consolider leur budget et reprendre des forces. Et je suis absolument convaincu que tous ces pays, mis à part la Grèce, pourront se restructurer de telle sorte qu'ils pourront émerger de la crise s'ils peuvent se refinancer à des taux acceptables. Et tant que les prix augmentent, des pays tels que l'Espagne ou l'Italie, où c'est monté à 6%, 6,5%, aucun pays ne peut se refinancer à ce taux-là. Ces pays ont besoin de temps pour souffler et de pouvoir normaliser leur taux de refinancement. Donc, en d'autres termes, l'argent qui ne vient pas du Fonds de protection européen devra venir de la Banque centrale européenne. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que ces achats de bons vont mettre en danger la stabilité et le pouvoir d'achat de l'euro? En théorie, oui. Mais que se passe-t-il actuellement, mesdames et messieurs? Que se passe-t-il actuellement? Le système bancaire européen réduit son taux et le pourcentage de crédit, et la demande de crédit se réduit au vu de la récession qui pointe. Donc, aucune raison pour l'inflation de prévaloir. Ce qui veut dire que moins d'argent irrigue l'économie et les bons de la BCE permettront de se battre contre la déflation, qui est un risque plus important que l'inflation. Mesdames et messieurs, permettez-moi un bref résumé. Tout d'abord, le fait que l'euro puisse voler en éclats ou le fait qu'un des grands pays de la zone euro puisse faire défaut est extrêmement coûteux et donc très peu probable. Deuxièmement, nous avons des moyens de combattre cette crise, mais nous devons les utiliser. Par conséquent, j'ai peu de doute que les politiques continueront à essayer d'aller dans le sens d'une situation gagnant-gagnant. De ce fait, tout est bon. Mais chaque réforme demandée se concentre sur une réduction des coûts. Mais l'Europe, mesdames et messieurs, a besoin de deux choses. Consolidation du budget grâce à des réformes structurelles, ainsi que de la croissance. Nous devons créer des emplois et créer des programmes orientés vers l'avenir, étant donné que des programmes sociaux sont une vraie menace par rapport au chômage et aux différences sociales et aux fractures sociales. Ce qui veut dire également que toute réforme des gouvernements doit tenir compte de la cyclicité des choses et notamment prendre des mesures pratiques. Et c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque cruellement. La réglementation dans ce contexte de croissance est ce dont j'aimerais vous parler pendant 2 minutes. Car dans ce contexte de croissance, je veux m'opposer au nouveau règlement de la Banque centrale européenne qui a été publié le 27 octobre, de manière à ce qu'il faille avoir un ratio de 9% de capitaux propres d'ici juin 2012 et pas 2016. N'importe qu'il soit exposé à des pays périphériques ou
qu'il ne le soit pas. Non, mesdames et messieurs, ne me méprenez pas. Je suis tout à fait en faveur d'une stabilité du système financier et de la réduire le risque pour l'économie globale, mais cela doit être un processus lent. On ne peut pas y parvenir d'un jour à l'autre, raison pour laquelle que les réglementations, notamment Bâle III, ont été développées après la chute de la banque Lehman Brothers et donc ont également stipulé la cumulation de capitaux propres sur une période plus longue. D'après l'Union européenne, c'est en 2019 que les objectifs Bâle III en 9 mois doivent être. Donc maintenant on parle de 9 mois, à l'époque on parlait de 2019. Des capitaux propres et un pourcentage de capitaux propres plus élevé, c'est extrêmement contre-productif parce que les banques seront forcées de réduire l'emprunt. C'est ce qui va se passer. Morgan Stanley, ce n'est pas mon analyse, a pensé et pense qu'il s'agit d'une des conséquences et que cela va avoir un effet de levier de 1,5 à 2,5 milliards d'euros pendant les prochaines années. Et cela aura un effet sur le long terme et sur le développement économique de l'Europe. Mesdames et messieurs, cette crise ne pourra pas être résolue par une augmentation du capital propre à court terme, car c'est la solvabilité de la dette publique qui est l'un des problèmes et la méfiance, c'est le taux d'endettement. Et le problème clé, c'est la liquidité et seulement après vient le capital propre. Les banques sont en faillite, non pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de capital, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment de liquidité. Ça, c'est une règle qui n'a jamais été détournée ou devenue caduque. Donnez-moi encore 2 minutes pour vous parler de l'Europe centrale et orientale, car vous avez entendu que notre groupe est parmi les leaders dans cette région et j'aimerais donc vous en parler un tout petit peu. Ce nouveau règlement a fait qu'un certain nombre de médias nous ont parlé d'effets de levier particulièrement négatifs à l'encontre des pays d'Europe centrale et orientale. Et de ce fait, elle constitue un risque accru pour l'Autriche au vu de l'engagement des banques autrichiennes dans ces pays. Permettez-moi également d'essayer de clarifier ce point ici et maintenant. Et bien entendu, malgré le fait que je suis positiviste de manière traditionnelle pour l'Europe centrale et orientale, les économies d'Europe centrale seront également touchées par la crise. Mais, mesdames et messieurs, l'Europe centrale et orientale sont bien mieux préparées que par rapport au temps avant l'INE. Ils ont correctement mis à bon escient le temps de manière à restructurer leurs finances. Un grand nombre d'entre eux ont déjà soumis des bons de manière à obtenir une maturité à 5 à 7 ans. Ils ont énormément réduit, à l'exception de l'Albanie, leur déficit structurel et donc dépendent beaucoup moins d'un financement transfrontalier. Ils sont extrêmement compétitifs. Les pays d'Europe centrale et de l'Europe orientale sont bien mieux notés en matière d'éducation que n'importe quel pays européen. Et finalement, et j'ai bien plus de raisons encore, mais je ne vais pas abuser de votre patience, les marchés d'Europe centrale et orientale sont beaucoup moins endettés qu'en Europe occidentale, à l'exception de la Hongrie.
Et en réalité, nous parlons d'un taux inférieur à 50%. Et cela par rapport aux pays d'Europe occidentale, voire de l'Union européenne. Quelle est la raison pour laquelle je pense que ces pays vont se développer de manière positive? Simplement, mesdames et messieurs, parce qu'il s'agit d'un processus de conversion interne qui continue à être mené de front. Si, en tant que jeune homme de 26 ans, vous vous présentez devant vos parents et grands-parents et que vous êtes obligé de vivre avec eux dans un appartement de 65 mètres carrés, vous voulez vraiment avoir votre propre appartement. C'est ça le moteur de la conversion. Vous voulez l'avoir, vous voulez le bâtir, vous voulez l'utiliser et vous avez l'intelligence de le faire. Les personnes les plus intelligentes dans mon groupe à l'échelle mondiale, nous employons 64 000 personnes. Eh bien, c'est en Russie que je les trouve. Et mesdames et messieurs, contrairement à ce qu'on dit et contrairement à ce que certaines personnes pensent, je peux vous dire que c'est d'ailleurs les journaux qui rédigent des articles dans de grands magazines et journaux en parlant de l'Europe centrale et de l'Est comme l'ancien bloc communiste. Mais c'est quoi un bloc ex-communiste? Oui, mais bloc, c'est quoi? Il y a tellement de différences par rapport aux Tchèques, par exemple, et les Viennois des Bavarois, par exemple, ou de Hambourg. Oh non, non, Hambourg, non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est comme l'escalope viennoise. Non, non, non. Non, c'est pas bon. Non, mais sérieusement, sérieusement. Avec ces processus de transformation inhérents, l'Europe centrale et orientale va continuer à peu près 2% de plus au niveau de la croissance. Ça veut dire aussi que l'Europe centrale et orientale va continuer à jouer le rôle de moteur au sein de l'Europe. Mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin. Mis à part le processus de consolidation très, très spécial, nous devons nous concentrer sur des problèmes de croissance stratégique. Et cela ne sera possible qu'à travers la solidarité. Sinon, nous allons devoir relever le défi d'énormes soulèvements sociaux. Ce que nous vivons actuellement, mesdames et messieurs, c'est une redistribution du bien-être. Et la question, c'est est-ce que la solidarité européenne et donc l'intégration européenne accrue permettre d'éviter une situation avec des perdants et la tourner dans une situation de gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Merci de votre attention.